Selon la légende du satellite Chevalier Noir, un vaisseau spatial d'origine extraterrestre serait en orbite autour de la Terre depuis de très nombreuses années. C'est complètement fou, non ? Au fil des années, les partisans de cette théorie ont rassemblé tout un arsenal de données plus ou moins vraisemblables à son sujet. Jetons-y un œil et jugeons-en par nous-mêmes. 1899. Le célèbre scientifique Nikola Tesla a construit une tour géante dans son laboratoire de Colorado Springs. Cette tour était censée lui permettre d'étudier l'électricité atmosphérique et les ondes radio. Un jour, il a découvert quelque chose d'inattendu. La tour avait commencé à capter un signal apparemment artificiel. Au début, Tesla s'est dit que ce signal provenait de notre atmosphère. Mais il est apparu qu'il venait en réalité de beaucoup plus haut, de l'espace. Il en a donc conclu que c'est une civilisation extraterrestre qui émettait ce signal. Cependant, la communauté scientifique n'a rien voulu entendre. Même s'il respectait le génie de Tesla, il le considérait un peu comme un énergumène. Quelques années plus tard, cependant, les rapports de Tesla furent confirmés. L'inventeur de la radio sans fil, Guglielmo Marconi, avait intercepté des signaux similaires. Puis, en 1927, c'est l'ingénieur radio norvégien Jørgen Holz qui a remarqué quelque chose d'inhabituel. Lorsqu'il envoyait des signaux sur une certaine longueur d'onde, ils lui étaient renvoyés quelques secondes plus tard. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un écho radio tout à fait ordinaire. Il n'est pas rare que de courtes ondes radio rebondissent entre la Terre et la stratosphère. Ce phénomène a pour nom propagation. Mais généralement, cela se produit très rapidement, environ 1/7 de seconde après la transmission initiale. Et les signaux que Holz recevait mettaient environ 15 secondes à revenir. Cela ne correspondait pas à ce à quoi les ingénieurs étaient habitués. Holz ne fut pas le seul à être témoin de ce phénomène. De nombreux passionnés de radio avaient capté et confirmé l'existence de ces signaux. Mais personne n'avait d'explication. Alors, qu'est-ce que c'était ? Tesla avait-il eu raison ? Démêlons un peu tout cela. Premièrement, ces signaux ont bel et bien existé. Ils ont été documentés par de nombreuses personnes. Mais les signaux de Tesla et Marconi et les échos de Holz ne sont pas du tout la même chose. En réalité, ce que Tesla et Marconi ont capté provenait de pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide. Elles naissent lorsque des étoiles plus grandes que notre Soleil terminent leur cycle de vie. Après ça, elles deviennent des étoiles à neutrons dotées d'une impulsion si forte qu'elles se mettent à tourner à une vitesse folle. Nous savons que les ondes radio émises par les pulsars peuvent parcourir de très grandes distances et atteindre notre planète. Les pulsars n'ont été découverts qu'en 1968. Il n'est donc pas surprenant que Tesla et Marconi n'aient pas su expliquer leur trouvaille. Mais Jørgen Holz alors ? Ce qu'il a découvert porte aujourd'hui le nom d'écho à délai prolongé. C'est un concept compliqué car, en vérité, ces échos restent encore un mystère. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient provenir de l'atmosphère terrestre, ou que ce sont les nuages de plasma du Soleil qui nous les renvoient, ou encore la Lune. Malheureusement, tout ça est encore une énigme. L'incident suivant eut lieu en 1960. Le New York Times publia un article qui disait « Un satellite silencieux non identifié a été découvert autour de la Terre, sur une orbite quasi polaire par les stations de surveillance des États-Unis. » L'identité et l'origine du mystérieux satellite, qui a été surnommé le satellite noir, sont inconnues malgré près de 2 semaines de traçage. De nombreuses personnes ont cru qu'il s'agissait du célèbre satellite Chevalier Noir. Mais quelques temps plus tard, on a pu confirmer qu'il s'agissait en fait des débris d'un satellite ordinaire. Il fonctionnait mal et ses propulseurs l'ont envoyé dans la mauvaise direction, ont affirmé les scientifiques. Quoi qu'il en soit, toute cette histoire a entraîné un regain d'intérêt pour le Chevalier Noir. Des astronomes du monde entier ont soudain prétendu l'avoir observé. On soupçonnait presque n'importe quel objet non identifié d'être le célèbre vaisseau spatial noir. Mais jusqu'à ce moment, toutes les photos et données concernant le mystérieux satellite provenaient d'observatoires terrestres. Pour prouver ou réfuter son existence, il nous fallait des témoins en orbite. Gordon Cooper était un pilote et l'un des premiers astronautes de l'histoire de l'humanité. En 1963, il participa à la plus longue mission spatiale américaine de l'époque, Mercury Atlas 9. Pendant ce vol, il découvrit un étrange objet vert, peut-être d'origine extraterrestre, juste devant son module. Il en parla tout de suite à son équipage au vol.
NBC News en reprit l'information et essaya d'interviewer Cooper à son sujet. Mais étrangement, les comptes rendus de la NASA et Cooper lui-même ne semblaient plus accorder beaucoup d'importance à cette découverte, comme si rien n'était arrivé. Plus tard, la NASA publia son explication officielle. Il y a eu un dysfonctionnement électronique à bord de l'appareil. Il a entraîné une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et provoqué des hallucinations chez Cooper. Notre pilote confirma cette déclaration. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence si, au moment de prendre sa retraite, il a commencé à s'intéresser aux civilisations extraterrestres. Et même si nous admettons que tout cela est vrai, qu'un mystérieux vaisseau spatial orbite autour de la Terre, que nous veut-il ? Pourquoi nous observerait-il ? En 1973, Duncan Alasdair Lunnan, un chercheur écossais, décida d'enquêter sur le sujet. Il rassembla toutes les données recueillies par les scientifiques norvégiens et les examina. Soudain, il remarqua des déviations pouvant éventuellement cacher un code. Il disposa les données sur un graphique, un axe représentait le délai entre les échos, et l'autre la position de l'écho dans la séquence. Et il découvrit un ensemble de points qui ressemblaient à une carte de l'espace, plus précisément à la carte de la constellation du Bouvier. Lunnan analysa les échos enregistrés par des astronomes français en 1929. Encore une fois, il trouva la même constellation. Mais l'une des étoiles se trouvait à un endroit légèrement différent. Lunnan pensa alors, et s'il s'agissait en fait d'une ancienne carte des étoiles ? Après avoir remonté le temps, Lunnan obtint enfin une image complète. Il découvrit que la constellation en question avait bien cette forme il y a 13 000 ans. Cela pouvait vouloir dire qu'il nous observait depuis des milliers d'années. En 1973, Lunnan donna une interview au magazine britannique Spaceflight. Il déclara avoir déchiffré le message radio caché dans les échos à délai prolongé. Le message disait « Commencez ici. Nous habitons Upsilon Bootis, qui est une étoile double. Nous vivons sur la 6e planète sur 7 en partant de notre Soleil, la plus grande étoile. Notre 6e planète a une lune. Notre 4e planète en a 3. Nos premières et 3e planètes en ont une chacune. Notre sonde se trouve au niveau d'Arcturus, connu dans nos cartes. Incroyable, non ? Mais même si ces transformations furent publiées dans le New York Times et dans Time Magazine, personne ne prit vraiment Lunnan au sérieux. Malheureusement, sa théorie n'était pas fondée sur des preuves. Plus tard, il se rétracta lui-même, disant qu'il avait fait des erreurs évidentes et que ses méthodes n'étaient pas scientifiques. Il avait simplement spéculé sur la signification de ces signaux. Et enfin, la dernière partie de notre histoire, cette photo. Le 4 décembre 1998, la navette spatiale Endeavour entreprit sa mission STS-88. C'était la première mission vers la Station spatiale internationale. Le 11 décembre suivant, la NASA prit et publia une série d'images où l'on pouvait clairement voir un objet inhabituel dans l'orbite de la Terre. Ces photos ont immédiatement fait le tour des médias. Tout le monde pensa qu'il s'agissait du satellite Chevalier Noir dont on parlait depuis des années. L'avait-on enfin trouvé, après 100 ans de spéculation ? Mais, comme d'habitude, la vérité s'avéra bien plus banale. Pendant la mission, l'un des astronautes avait installé un revêtement thermique. Mais le revêtement était mal fixé, et il s'était détaché et s'était envolé. Les photos avaient été prises pour documenter cet incident. La légende du Chevalier Noir est très intéressante. On peut passer des heures à l'étudier à la recherche de nouvelles informations et connaître son histoire. Il s'agit en fait d'un fouillis de témoignages, de rapports et de photos de vrais satellites sans aucun rapport entre eux. Tous ces éléments ont été mélangés pour former un mythe sans réelle cohérence. Mais un mythe absolument fascinant. Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses gratte-ciel s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles, je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes,
Et donc cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km/h. Le même voyage d'un bout à l'autre des États-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radiotélescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observait avec leur technologie, nous l'aurions découvert. Mais ils n'ont perçu qu'un grand silence, un peu comme ça. Pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière, plus précisément sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue, c'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit, et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua clignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après, puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche, il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de sitôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Et oui, comme moi. Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusée. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs. Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ces flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer, ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle, ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète, et il n'a pas cette queue, et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler, donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue, bien que nous l'ayons découvert en 2017, il est dans notre système solaire depuis 1995, et à cette époque, les rayons du soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde, il avait déjà perdu environ 95% de sa masse, c'est-à-dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse. Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace. Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se transforme en géante rouge, elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. Ensuite, elle rétrécit et explose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre, et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux. Et l'un de ces morceaux, Oumuamua, aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment, des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O, mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2.
Il serait resté intact dans l'espace interstellaire pendant 500 millions d'années et en arrivant dans notre système solaire, la glace d'azote aurait réfléchi les 2/3 des rayons du Soleil. Ainsi, il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue. On retrouve la même glace d'azote sur Pluton ainsi que sur Triton, l'une des lunes de Neptune. Donc, Oumuamua proviendrait d'une exoplanète glacée de ce type. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'en y envoyant une sonde spatiale. Les scientifiques ont élaboré un plan pour cela, appelé projet Lyra. Le problème, c'est que Oumuamua traverse notre système solaire à une vitesse incroyable, bien plus vite que n'importe quelle fusée d'invention humaine. Et nous devons rattraper ce caillou spatial le plus vite possible avant qu'il ne s'éloigne trop. Pour ce faire, nous pouvons nous servir de la gravité. Tout d'abord, la sonde spatiale survolera Jupiter. Elle passera près de cette planète et profitera de son immense gravité pour accélérer. Ensuite, notre sonde se dirigera vers le Soleil. Elle le contournera d'aussi près que possible afin d'être projetée comme par une catapulte vers le rocher spatial. La deuxième option pour atteindre l'astéroïde serait d'utiliser des microsondes. Nous devons en lancer environ 1 millier en orbite. Elles ne doivent pas être plus lourdes qu'une allumette. Chacune d'entre elles sera dotée d'une voile lumineuse de la taille d'un ring de boxe. Ensuite, nous concentrerons un puissant rayon laser depuis le sol sur cette voile. Cela nous permettra d'accélérer la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Il ne faut bien sûr pas qu'elle aille trop vite et passe à côté de l'astéroïde. Elle doit être en mesure d'entrer dans son orbite et de se poser dessus. Mais si nous sommes trop lents, Oumuamua quittera notre système solaire avant que nous puissions le rattraper. C'est une expérience très importante car à l'avenir, nous pourrions utiliser de tels astéroïdes comme des taxis spatiaux. Il nous suffira d'entrer dans l'orbite d'un astéroïde interstellaire ou même d'atterrir dessus. Ensuite, nous pourrons nous déplacer dans l'espace à des vitesses incroyables sans utiliser le moindre carburant. Ce serait une excellente option pour voyager sur de longues distances ou pour livrer du matériel dans d'autres systèmes stellaires. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de tels objets ? Une collision avec un astéroïde de la taille de Oumuamua pourrait anéantir un État entier. S'il devait tomber quelque part dans l'océan, il pourrait provoquer des vagues plus hautes que nos plus hauts gratte-ciel. Les scientifiques cherchent sans relâche des moyens de nous protéger contre de tels objets. L'un de ces moyens est le bélier. Si nous repérons un objet potentiellement dangereux, nous pouvons envoyer un vaisseau spatial vers lui. Et pédale au plancher, le vaisseau spatial devra rentrer dans l'astéroïde à un angle qui permettra de modifier un tout petit peu sa trajectoire. Le déplacer excessivement à l'échelle cosmique changerait radicalement sa destination finale. Et il suffit pour nous que l'astéroïde passe devant notre planète. Nous pouvons aussi créer une explosion contrôlée sur l'astéroïde. Le principe est le même. La force de l'explosion devrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde ou briser le gigantesque rocher en fragments moins dangereux. Les astéroïdes qui font jusqu'à 24 mètres de large se consument complètement dans notre atmosphère à cause de la friction de l'air. Les roches d'une taille comprise entre 24 et 800 mètres peuvent ne pas brûler complètement et causer des dommages localisés. Tout ce qui est plus grand est considéré comme très dangereux. Ah ouais ? Dans les films de science-fiction, la méthode habituelle consiste à placer des moteurs de fusée sur les astéroïdes. Grâce à cela, nous devrions être en mesure non seulement de modifier leur trajectoire, mais aussi de les contrôler. Et nous pourrions les utiliser ensuite contre d'autres astéroïdes, un peu comme si on jouait au billard dans l'espace. Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciel, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser.
Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures. Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulait s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et, en tout, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les Sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure. Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions. Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire. Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne.
Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi il ressemblait exactement. La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela en fait n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. Depuis l'entrée, il y a deux escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins secrets. Les scientifiques ont envoyé de petits robots équipés de caméras depuis quelques décennies. Et grâce à eux, ils ont découvert une autre chambre un peu plus haut avec des hiéroglyphes sur les murs. Mais aujourd'hui encore, une grande partie des pyramides demeure inconnue et il n'existe pas de plan de construction des pyramides. Les Égyptiens ont créé un mystère que personne ne peut percer depuis 4500 ans. Les scientifiques ont récemment commencé à passer la pyramide au rayon X afin d'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur sans y pénétrer, ainsi que dans ces tunnels étroits et mystérieux.